Je vous présente aujourd'hui notre 501e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. La publication officielle du tome 1 de vos mémoires avait lieu hier, 1er mars, mais contre toute attente, les voilà en rupture de stock, épuisés depuis 8 jours. Le numéro 1 en record de vente sur Amazon, c'est phénoménal. Ah oui. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Ah, n'est-ce pas? Je ne cesse de le dire. Et alors, vous enchaînez depuis quelques jours les plateaux télévisés, les stations de radio, les unes de la presse écrite, un marathon promotionnel exceptionnel. Oui, c'est vrai. C'est lourd. Il paraît que ça fait partie des règles de la chose. Je passe d'un écrivain professionnel, mais pour une fois qu'on me sollicite, je suis à la disposition des Husted. Et vous ne vous faites pas prier. Alors, c'est un tourbillon qui présage du best-seller de l'année 2018, lit-on de plus en plus. De quoi fermer le clapet de quelques organes de presse, comme le Times ou encore Le Monde, qui doutaient ouvertement de l'intérêt que susciterait ce tome 1 de votre ouvrage. Il faut dire que le Times a été particulièrement virulent. Oui. Et je ne sais pas ce que je leur ai fait. C'est vrai que je suis un Breton, c'est des Anglais, c'est un peu normal. Alors, quelques passages de ce tome, dont je ne révélerai pas la substance, nous laissent découvrir une plume tant à la fois touchante, émouvante que pudique, voire même poétique. Vous me comblez. Non, mais vous nous aviez dissimulé, comment dirais-je, ce talent jusqu'ici. Ah, vous ne m'avez pas approché d'assez près, c'est pour ça. Et je le regrette. Alors, le congrès de Lille se profile à grands pas. Vous avez abandonné le projet de vous y rendre. Certains y voient une forme de faiblesse, de renoncement, voire de résignation. Que leur répondez-vous, Président? Non, pas du tout. Voilà. À la vérité, oui. Beaucoup de gens me signalaient qu'ils allaient venir de tous les coins de France pour me soutenir à Lille. Et je me suis dit que c'était pour eux une grosse dépense et que M. Briouat, secrétaire général, ayant annoncé qu'il s'opposerait par la force à mon entrée, probablement même pas avec le DPS, avec des nervis d'une agence quelconque, bien sûr, je n'ai pas voulu être responsable, si peu que ce soit, des incidents qui pourraient se produire et qui feraient évidemment les choux gras de nos adversaires. Oui. Donc j'ai préféré prendre la décision de ne pas me figurer dans cette affaire et puis de me consacrer, somme toute, à la promotion de mon livre. D'accord. Bon, alors donc c'est la sagesse qui a pris le dessus. Oui. Merci en tout cas pour ces précisions, cher Président. Les extrémistes végans ont été évacués manu militari du Salon de l'Agriculture par les éleveurs exposants. Quelle est votre réaction? Écoutez, ça me paraît assez normal que les végans véganisent un peu où ils veulent, mais aller dans l'endroit où les gens, dont c'est le gagne-pain, de vendre de la viande, du lait, etc., c'était une provocation qui était, à mon avis, excessive et mal placée. Donc, qu'ils aient été remis dehors, ça me semble assez normal. Cette même incontournable manifestation agricole de nos régions a vu défiler les représentants politiques français. Certains ont été hués, d'autres sifflés. Point de liesse ni de chaleur cette année, contrairement aux années précédentes. Le monde agricole semble désabusé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous étonne? Non, le monde agricole est en voie de restriction, puisque c'était une classe... on peut dire la plus importante de travailleurs français, et sa réduction qui est en liaison avec la mécanisation, avec le mondialisme, la concurrence internationale, bref, je trouve ça politiquement, sociologiquement inquiétant, parce que les paysans étaient en effet l'équilibre, la masse d'équilibre de notre nation, de notre pays. Et ils ont encore une tâche considérable et remarquable, qui est celle de nourrir les Français. Et c'est vrai qu'ils sont de moins en moins nombreux, par conséquent, intéressent de moins en moins les politiques, encore que au Salon de l'Agriculture, qui est d'ailleurs un spectacle admirable, il faut le dire,
il y a quand même de plus en plus de visiteurs et peut-être de moins en moins de politiques. Alors, malgré le plan Grand Froid, 50 SDF, sans domicile fixe, ont perdu la vie dans le pays depuis le mois de janvier. Une cinquantaine d'élus En Marche, enfin entre 30 et 50, nous dit-on désormais, ont passé la nuit d'avant-hier aux alentours et dans la gare d'Austerlitz par esprit de solidarité, nous a-t-on dit. Que pensez-vous de cette initiative ? Je pense qu'ils auraient pu inviter les SDF dans leurs appartements. Ça aurait été plus... D'abord, les SDF auraient été au chaud. Puis le fait de se mettre au froid comme tout le monde n'est peut-être pas la meilleure solution. Il vaut mieux essayer de mettre au chaud ceux qui ont froid plutôt que de mettre au froid ceux qui ont chaud. Merci, Président. Très juste. Alors, c'est l'État qui prendra dorénavant en charge les repas des migrants de Calais, de Briançon ou encore de Roscoff. C'était un engagement solennel du président Macron lors de sa dernière visite à Calais dans le fameux camp de migrants. Quelle est votre réaction par rapport à cela ? Ça ne me paraît pas la meilleure des initiatives parce qu'elle contribue en quelque sorte à favoriser l'entrée et le maintien des migrants dans notre pays. C'est contradictoire avec certaines parties du discours de Macron. À la vérité, Macron est un velléitaire et dans ce domaine, il fera le minimum, mais avec le maximum d'apparence. À la vérité, il faut remettre en cause le problème même du droit d'asile, qui était concevable quand il s'agissait de sauver la vie d'un certain nombre de personnes qui étaient persécutées. Mais la France ne peut pas accepter que du monde entier viennent des gens qui se sentent menacés par les différents conflits internes ou étrangers des pays en question. On me signalait récemment que dans le Vaucluse, par exemple, et dans les Bouches-du-Rhône, arrivaient maintenant des migrants d'Amérique du Sud, de Colombie, de Bolivie, du Venezuela, que sais-je encore. Pérou, oui. Il est évident qu'à partir du moment où il est annoncé que la France recevra les réfugiés d'où qu'ils viennent, eh bien, ceux-ci ont intérêt à se trouver une situation qui soit moins mauvaise que celle dans laquelle ils se trouvent. C'est absurde et ceci nous fait courir un risque de submersion gravissime. Il ne s'agit pas d'un problème de cœur ou de sensibilité, etc. Il s'agit d'un problème pour la France de vie ou de mort. La décision qui sera prise sera en mesure de nous tenir à l'écart des grandes vagues migratoires qui se préparent dans le monde consécutivement à l'explosion démographique qui a porté le chiffre de la population mondiale, je le rappelle, de 3 à 8 milliards d'habitants en 50 ans, comme elle a porté d'ailleurs, plus près de nous, la population algérienne de 8 à 46 millions. Sur ces paroles de sagesse, j'imagine que vous avez quelques lectures ou peut-être pas le temps. Oui, malheureusement, je ne les ai pas sous la main, mais je peux en parler quand même. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre du fils de Pablo Escobar, qui s'appelle Pablo Escobar, mon père. Alors, il faut dire peut-être à nos auditeurs que Pablo Escobar a été un géant du trafic de drogue, hein, et qu'il est mort, son fils dit suicidé, en fait, cerné par la police, blessé d'ailleurs. Mais c'est un homme qui avait organisé vers les États-Unis un trafic de drogue qui se comptait par dizaines de tonnes. N'est-ce pas ? Ça bat de loin le comment dirais-je, RR cocaïne, oui. Où il n'y avait que 700 kilos de cocaïne destinés à l'aéroport de Punta Cana ? Non, c'était à Punta Cana, mais c'était destiné pour un aéroport français, la Mole, je crois, à côté de Saint-Tropez. Oui. N'est-ce pas ? Alors voilà, c'est un livre passionnant, je dois dire, qui est écrit par cet homme qui a payé cher, avec sa famille, d'être justement un Escobar. Et entre autres, mais j'en ai lu d'autres. J'ai lu un livre de Martin
sur cette France qu'on oublie d'aimer, qui est un petit ouvrage très, très intéressant, très passionnant à lire et très, très court. Je suis en train de lire aussi, d'ailleurs, dans le même format, un livre de Simone Weil. Simone Weil avec un W, c'est-à-dire la philosophe, n'est-ce pas? Et qui écrit un livre contre les partis politiques. C'est assez piquant aussi. Vous voyez, je ne me borne pas simplement à lire et à relire le premier tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Il m'arrive aussi de consacrer un peu de mon temps à la lecture des concurrents. Tout à votre honneur. Je vous remercie infiniment, cher président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. La semaine prochaine, puis on fera une petite fête quand même pour fêter le 500e anniversaire. Oui. On n'a pas eu le temps de fêter le 500e numéro du blog, mais ce n'est pas rien quand même. C'est quelque chose qui mérite un petit cérémonial. Alors peut-être 502, 503, enfin l'un ou l'autre. Comptez sur nous. Au revoir. Au revoir.